Imaginez-vous dans une pièce remplie de gens riches depuis des générations. Vous portez un smoking de location qui vous serre les épaules, et la femme la plus terrifiante que vous connaissiez passe son bras sous le vôtre. Madeleine Croft, une milliardaire qui licencie des cadres avant son café du matin, vient de regarder sa mère, le genre à s'offusquer pour un rien, droit dans les yeux. Et elle a annoncé que nous étions follement amoureux depuis 8 mois. Chez moi, la babysitter de ma fille me facturait 20 $ de l'heure. Maintenant, ma patronne tyrannique m'appelait son âme sœur. Les enfants de 6 ans se fichent des rapports de résultats trimestriels. Ce qui les intéresse, ce sont les chaussettes violettes disparues, le ratio exact de lait par rapport aux céréales. Et si leur père regarde leurs dessins au crayon avec le niveau d'admiration approprié. Ma matinée a commencé comme d'habitude, dans un état de chaos contrôlé. Lily avait réussi à se coller les doigts avant 7 heures du matin. Le temps de lui tremper les mains dans l'eau tiède, de gratter la colle séchée sur sa peau, de préparer un déjeuner qui, je n'en étais pas sûr, respectait les règles strictes de l'école sur les allergènes, et de la déposer, j'étais déjà épuisé. La douleur derrière mes yeux était devenue permanente ces derniers temps. Être un père célibataire, c'était fonctionner en permanence à court de sommeil, d'argent et de raison. Mon seul capital était l'amour inconditionnel d'une enfant. Une enfant qui pensait qu'un ver de terre trouvé sur le trottoir était son meilleur ami. Puis venait la transition. Je suis sorti du métro, j'ai acheté un café filtre au goût de brûlé à un vendeur ambulant, et je suis entré dans le monolithe stérile de verre et d'acier de Croft Enterprise Logistics. J'étais un analyste de données de niveau intermédiaire. Je passais mes journées à regarder des indicateurs de chaîne d'approvisionnement. J'optimisais les itinéraires d'expédition et j'essayais de rester invisible. L'invisibilité était une question de survie ici. Croft Enterprises n'était pas une famille, c'était une machine, et la femme qui actionnait les leviers était Madeleine Croft. Madeleine avait 38 ans, elle était impitoyable et universellement crainte. Elle traversait l'open space comme un requin fendant un récif. Et tout le monde n'était que des poissons colorés et paniqués. Elle ne criait pas. Crier nécessitait une perte de contrôle. Madeleine détruisait des carrières avec un murmure calme et déçu. À 11h15, le téléphone de mon bureau a sonné. C'était David, son assistant de direction. Sa voix était un fil tendu et aigu. « Kevin, 60e étage, dans 5 minutes. » Il a raccroché avant que je puisse demander pourquoi. Mon estomac s'est noué. On n'allait pas au 60e étage. Sauf pour être promu ou licencié. Personne dans l'analyse de données n'était promu un jeudi au hasard en octobre. J'ai rapidement passé en revue mes projets récents. Avais-je mal calculé les surcharges de carburant pour la flotte de l'Atlantique? Avais-je accidentellement mis en copie le mauvais directeur sur une note interne? J'ai pris l'ascenseur, le silence résonnant dans mes oreilles. L'étage de la direction était un autre monde. D'épaisses moquettes couleur ardoise, qui absorbaient le bruit des pas. Des œuvres d'art abstraits, qui ressemblait à de l'encre renversée. David a pointé un doigt tremblant vers les lourdes portes en chêne au bout du couloir. J'ai frappé 2 fois. Entrez. Madeleine Croft était assise derrière un bureau qui ressemblait à une plaque de marbre flottante. Elle n'a pas levé les yeux de son écran. Elle portait un blazer anthracite, taillé avec une telle précision qu'il semblait être une arme. Ses cheveux sombres étaient tirés en un chignon sévère. « Asseyez-vous, Kevin, » dit-elle, tournant enfin ses yeux gris et froids vers moi. Je me suis assis. Le fauteuil en cuir a gémi sous mon poids. Je m'attendais à ce qu'elle me tende une enveloppe de licenciement. Au lieu de ça, elle a croisé les mains et m'a fixé avec une intensité qui m'a donné la chair de poule. « Vous avez une fille » a-t-elle déclaré. Ce n'était pas une question. « Oui, Lily, elle a 6 ans. » J'ai cligné des yeux, complètement déstabilisé. « Y a-t-il un problème avec mes récentes demandes de congé ?» Parce que j'ai bien veillé à utiliser mes congés payés accumulés quand elle a eu une angine le mois dernier. « Je me fiche de vos congés payés », a coupé Madeleine doucement. « Ce qui m'intéresse, c'est votre tempérament. J'ai lu votre dossier. Vous êtes stable, imperturbable. Vous gérez bien les crises quand la chaîne d'approvisionnement se brise. Vous ne paniquez pas. Merci. J'ai besoin d'une faveur. » Le mot flottait dans l'air, lourd et bizarre. Madeleine Croft ne demandait pas de faveur. Elle donnait des directives. Ma sœur cadette, Chloé, se marie ce week-end, a poursuivi Madeleine, sa voix devenant mécanique. L'événement a lieu à Newport. Il durera 3 jours. J'ai besoin d'un accompagnateur. Plus précisément, j'ai besoin d'un compagnon masculin qui comprend la discrétion,
possède un costume sombre et peut naviguer dans une pièce pleine de gens riches et insupportables sans se ridiculiser, ni me ridiculiser. Je la fixais. Vous voulez que j'aille à un mariage avec vous? Je veux vous engager pour un contrat d'un week-end, a-t-elle corrigé. 3 jours. Vous serez mon invité. Vous vous tiendrez à côté de moi, tiendrez une coupe de champagne et détournerez les interrogatoires incessants de ma famille sur ma vie personnelle. En échange, je déposerai 50 000 $ sur votre compte en banque d'ici lundi matin. Le chiffre m'a frappé comme un coup de poing. 50 000 $. C'était 2 ans de loyer. C'était le fonds d'études de Lily qui démarrait enfin. C'était la fin des crises de panique suffocantes à 3 heures du matin, à propos des factures d'épicerie et des frais dentaires. Pourquoi moi? Ai-je demandé, ma voix se brisant légèrement. Vous êtes milliardaire. Vous pourriez engager un acteur professionnel, un escorte, un mannequin. La mâchoire de Madeleine se serra, une fracture microscopique dans son armure. Un acteur en fera trop. Un mannequin aura l'air d'un accessoire. Ma mère est une créature prédatrice, Kevin. Elle sent la faiblesse et l'artifice. Vous êtes un père célibataire qui gère la logistique d'expédition. Vous avez l'air fatigué, terre à terre et intensément normal. Vous êtes exactement le genre d'homme sans prétention qu'une femme comme moi traînerait théoriquement à un événement familial si elle voulait prouver qu'elle n'est pas entièrement consumée par la cupidité de l'entreprise. C'était un compliment déguisé en insulte. Mais les 50 000 $ criaient dans mes oreilles. Je dois trouver une solution pour la garde de ma fille, dis-je lentement. Ma voisine garde habituellement Lily, mais pendant 3 jours. Je couvrirai le coût d'un service de nounou haut de gamme, disponible 24 heures sur 24, avec vérification des antécédents, certifié en réanimation cardio-pulmonaire, du meilleur niveau, a dit Madeleine sans hésiter. Elle a fait glisser une épaisse enveloppe couleur crème sur le bureau. À l'intérieur se trouve un itinéraire et un accord de non-divulgation. Nous partons demain à 14 heures. Ne soyez pas en retard. Je me suis levé, tenant l'enveloppe comme si c'était une grenade dégoupillée. Contentez-vous de rester là et de tenir du champagne. C'est tout, dit-elle en se retournant vers son écran. Fermez la porte derrière vous. L'hélicoptère a été le premier signe que j'étais complètement dépassé. Je m'attendais à une voiture avec chauffeur, peut-être un vol commercial en première classe. Au lieu de ça, j'ai retrouvé Madeleine sur le toit de notre immeuble de bureau le vendredi après-midi. Elle portait un trench coat sur un chemisier en soie, l'air complètement à l'aise alors que le rugissement assourdissant des rotors nous secouait. Je serrais mon sac de sport, un truc en toile que j'avais depuis l'université, et j'essayais de ne pas avoir l'air de me préparer à un impact. Une fois en l'air, isolé du bruit par de lourds casques, le silence entre nous était suffocant. J'ai regardé par la fenêtre la ligne d'horizon qui s'éloignait. Madeleine examinait les projections trimestrielles sur une tablette. Nous étions assis à 60 centimètres l'un de l'autre, mais la distance semblait être un océan. « Vous avez apporté un costume ?» a-t-elle demandé soudainement, sa voix filtrant à travers le casque. « Oui, anthracite, 2 boutons. Acheté dans un grand magasin il y a 3 ans, ai-je dit sur la défensive. » Elle a soupiré doucement, un son qui traduisait une quantité dévastatrice de jugement. Nous avons un arrêt à faire avant le domaine. Lorsque nous avons atterri à Rhode Island, un SUV noir nous attendait. Il ne nous a pas emmenés au lieu du mariage. Il nous a conduits à une boutique discrète et sans enseigne dans une rue pavée. À l'intérieur, un tailleur âgé avec un mètre ruban autour du cou a jeté un coup d'œil à Madeleine et nous a immédiatement conduits dans l'arrière-boutique. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai été épinglé, mesuré et drapé dans des tissus qui coûtaient plus cher que ma voiture. Madeleine était assise sur un canapé en velours, sirotant de l'eau pétillante, pointant un doigt manucuré chaque fois qu'elle désapprouvait la largeur d'un revers ou la longueur d'un poignet. « Pas le bleu marine, ça lui fait paraître les épaules étroites », a-t-elle ordonné. « Le bleu nuit ?»« Oui. Et apportez les Richelieu, taille 45. »« Vous connaissez ma pointure ?» ai-je demandé surpris. Je dirige une entreprise de logistique de données, Kevin. Je sais tout. Quand je me suis enfin regardé dans le miroir, portant la tenue choisie, je ne me suis pas reconnu. La coupe du costume me rendait les épaules plus carrées, effaçait ma fatigue et me donnait l'air de quelqu'un qui avait sa place dans une pièce avec un canapé en velours. J'avais l'air compétent, dangereux même. Madeleine s'est levée et s'est approchée. Elle s'est arrêtée juste derrière mon épaule, nos reflets côte à côte dans la glace. Pendant 1 seconde, ses yeux ont vacillé. Un éclair de quelque chose. De la surprise peut-être, mais c'était parti instantanément. « Adéquate » a-t-elle murmuré.
Nous sommes allés au domaine en silence. La transition de la route publique au domaine familial des Croft était marquée par des grilles en fer forgées de 3 mètres de haut et une allée de gravier qui semblait s'étendre sur des kilomètres. La maison n'était pas une maison. C'était une forteresse de calcaire surplombant l'océan Atlantique. Des pelouses impeccables descendaient jusqu'à une falaise privée. Des tentes de la taille de hangars d'avion étaient déjà en cours de montage près de l'eau. Règle de base, a dit Madeleine, alors que le SUV ralentissait. Elle ne me regardait pas, fixant droit devant elle les imposantes portes d'entrée. N'engagez pas la conversation avec mon père sur la politique. N'acceptez pas de verre de mon oncle. Et quand ma mère vous parle, gardez vos réponses courtes. Je gère des chauffeurs routiers en colère et des cargaisons manquantes pour gagner ma vie, ai-je dit, essayant d'injecter un peu de légèreté. Je peux gérer une famille de riches. Madeleine a tourné la tête lentement. Son expression était mortellement sérieuse. Les chauffeurs routiers ont des syndicats et des règles, Kevin. Ces gens-là n'ont ni l'un ni l'autre. Le voiturier a ouvert la porte. L'odeur de sel et d'argent m'a frappé instantanément. Nous avons monté les larges marches en pierre. Mes nouvelles chaussures en cuir claquant sèchement contre le granit. Les portes d'entrée se sont ouvertes, et nous sommes entrés dans un hall qui ressemblait à celui d'un musée. Une douzaine de personnes se promenaient, tenant des verres en cristal, leur rire aigu et étudié. Au moment où Madeleine est entrée, la température dans la pièce a semblé chuter. Les rires se sont tus, les yeux se sont tournés vers nous. Madeleine, ma chérie. La voix était enrobée de miel et d'arsenic. Une femme s'est détachée de la foule et a flotté vers nous. Elle avait la soixantaine bien entamée, préservée par des chirurgiens coûteux et un manque d'empathie. Eleanor Croft. Mère, a dit Madeleine. Sa posture est devenue rigide. La PDG confiante que je connaissais a été instantanément remplacée par quelqu'un sur la défensive. Eleanor a tendu une joue, que Madeleine a effleurée d'un baiser. Puis le regard d'Eleanor s'est posé sur moi. J'ai eu l'impression d'être scanné par un lecteur de code-barre. Elle a examiné le costume sur mesure, la coupe de cheveux modeste, les légères callosités sur mes mains, à force de m'agripper à la barre du métro chaque jour. Elle m'a classé, m'a évalué, et m'a trouvé insuffisant en moins de 3 secondes. « Et qui est-ce » a demandé Eleanor. « David a enfin démissionné, et tu as dû traîner ton nouvel assistant à une réunion de famille ? C'est Kevin » a dit Madeleine d'une voix tendue. « C'est mon accompagnateur. » « Un accompagnateur ?» Le rire d'Eleanor était mince et cassant. « Quelle nouveauté ! Je pensais que tu amènerais ton ordinateur portable. » « Eh bien, essaie de le divertir, ma chérie. Richard est là, et tu sais comment il devient quand il te voit ramener des chiens perdus à ces événements. » Madeleine a tressailli. C'était une micro-expression, un léger serrement de la mâchoire, mais je l'ai vu. « Richard ?» L'itinéraire ne mentionnait pas de Richard. Eleanor a tapoté le bras de Madeleine. Un geste qui semblait réconfortant, mais qui ressemblait à un coup, et s'est éloigné. Madeleine a expiré un souffle qu'elle semblait retenir depuis notre atterrissage. « Qui est Richard ?» ai-je demandé doucement. « Mon ex-fiancé » a-t-elle répondu, sa voix complètement dénuée d'émotion. « Il est actuellement fiancé à la meilleure amie de ma sœur. Bienvenue dans la famille Kevin. » Le dîner de répétition a eu lieu dans une salle à manger ornée qui ressemblait plus à un tombeau. De longues tables en acajou, des couverts en argent massif, et 50 personnes qui semblaient calculer silencieusement la valeur nette des autres. J'étais assis à côté de Madeleine, jouant le rôle de l'invité calme et respectable. J'ai hoché la tête. J'ai souri. J'ai mangé une coquille Saint-Jacques qui avait le goût d'écume de mer et d'anxiété. J'ai observé la dynamique qui se jouait. Madeleine était un fantôme à la table de sa propre famille. Les gens parlaient autour d'elle, pas à elle. Sa sœur, Chloé, la mariée, était radieuse, pétillante et entièrement égocentrique, trônant en bout de table. Et puis il y avait Richard. Il était assis de l'autre côté de la pièce, mais il a passé tout le premier plat à nous observer. Il avait le genre de beau visage qui appartient à une brochure de country club, des dents parfaites, des cheveux parfaits, une aura de privilège suffisant et intouchable. Au milieu du plat principal, il a finalement fait son mouvement, s'approchant avec un scotch à la main. « Maddie », dit-il, posant une main sur le dossier de sa chaise. C'était une invasion de son espace, désinvolte et entièrement délibérée. « Richard », a-t-elle répondu, sans lever les yeux de son assiette. « Heureux de te voir en dehors de la salle de conseil. » Il m'a regardé, un sourire condescendant aux lèvres. « Et tu as amené un ami. »
Je suis Richard. Kevin, ai-je dit en tendant la main. Il l'a serré, juste un peu trop fort. Je n'ai pas serré en retour. J'ai juste laissé ma main molle, le forçant à tenir maladroitement un poisson mort. Son sourire a vacillé. Kevin, a répété Richard. Que fais-tu, Kevin? Fonds spéculatifs? Immobilier? Logistique, ai-je dit simplement. Logistique? Fascinant. Donc, tu déplaces des boîtes. Richard a ri en regardant Madeleine. Vraiment, Maddy? Tu t'encanailles? Je sais que tu te sens seul depuis la fusion, mais c'est un peu désespéré, même pour toi. Les jointures de Madeleine étaient blanches autour de son verre de vin. Je pouvais voir la tension rigide dans son cou. Elle était brillante en affaires, mais en ce moment, elle se noyait dans la boue toxique de son passé. Elle a ouvert la bouche pour parler, mais Eleanor s'est matérialisée derrière Richard, glissant son bras sous le sien. « Allons, Richard, laisse Madeleine tranquille », a réprimandé Eleanor, bien qu'elle ait l'air très amusée. Elle essaie juste de remplir un siège pour ne pas avoir l'air complètement abandonnée sur les photos de famille. Nous savons tous que son seul véritable engagement est envers son portefeuille d'actions. C'était cruel. C'était chirurgicalement précis. C'était conçu pour l'humilier devant l'homme qui lui avait vraisemblablement brisé le cœur, ou du moins sa fierté. Madeleine s'est levée. Le crissement de sa chaise sur le parquet a fait taire les environs immédiats. Elle avait l'air acculée, sa respiration courte. « Il ne remplit pas un siège », a dit Madeleine. Sa voix tremblait juste un peu. Eleanor a haussé un sourcil. « Oh, alors qu'est-ce qu'il est, ma chérie? Un stagiaire ?» Madeleine a baissé la main et a attrapé la mienne. Ses doigts étaient glacés, serrant les miens avec une pression désespérée et écrasante. Je les regardais, alarmé. « C'est mon petit ami », a annoncé Madeleine. Les mots ont résonné dans le silence soudain de la pièce. Mon cerveau s'est arrêté de fonctionner. J'ai fixé le côté de son visage. « Petit ami ?» Ce n'était pas dans le contrat. Eleanor a cligné des yeux, véritablement prise au dépourvu. Richard a ricané. « Petit ami? Depuis quand ?» Madeleine n'a pas reculé. La panique dans ses yeux a été remplacée par la froideur calculatrice de la PDG que je reconnaissais. Elle a serré ma main à nouveau. Un ordre silencieux. « Suis mon exemple. Depuis février, » a menti Madeleine, sans la moindre hésitation. « Nous sortons ensemble depuis 8 mois. Nous avons gardé ça secret à cause de l'entreprise. Mais c'est sérieux. » La table est devenue silencieuse. Eleanor m'a regardé, ses yeux se rétrécissant en fente. « 8 mois? Tu t'attends à ce que nous croyions que tu as réussi à maintenir une relation humaine pendant 8 mois sans que personne ne le sache? Elle encore moins avec un employé de la logistique. » J'ai senti le poids d'une douzaine de regards. J'ai senti le pouls de Madeleine marteler contre ma paume. Elle s'était jetée d'une falaise, et elle m'avait entraîné avec elle. Si j'hésitais, si j'avais l'air confus, elle serait complètement détruite devant les gens qu'elle détestait le plus. Je me suis levé lentement, gardant ma main entrelacée avec la sienne. J'ai utilisé mon pouce pour caresser doucement le dos de ses jointures. Une technique de relaxation que j'utilisais quand Lily faisait une crise. J'ai senti Madeleine tressaillir au contact, puis se détendre lentement. « Madeleine est une personne très privée, Madame Croft, » ai-je dit, gardant ma voix basse, stable et entièrement calme. Le genre de voix qu'on utilise pour calmer un enfant en panique. Elle voulait protéger ce que nous avons du bruit. Et franchement, vu l'atmosphère dans cette pièce, je ne la blâme pas. Quelques personnes aux tables voisines ont eu un hoquet de surprise. La mâchoire d'Eleanor s'est crispée. Richard avait l'air d'avoir avalé un citron. « Vraiment ?» a lancé Eleanor. « Et qu'est-ce que vous avez exactement, Kevin ?»« La paix », ai-je dit simplement en regardant Madeleine. Je n'ai pas eu à feindre l'empathie dans mes yeux. La voir trembler sous le regard de sa mère était vraiment déconcertant. Nous avons la paix, ce qui est clairement quelque chose dont elle ne profite pas assez. Personne ne savait comment répondre à ça. Ce n'était pas défensif. C'était une vérité indéniable et tranquille. La bouche d'Eleanor s'est ouverte et fermée. Mais avant qu'elle ne puisse tirer une autre salve, Chloé a tapé sur son verre depuis la table d'honneur pour porter un toast, forçant tout le monde à retourner à sa place. Madeleine s'est affalée sur sa chaise. Elle n'a pas lâché ma main sous la table pendant le reste du repas. Des heures plus tard, nous nous sommes finalement retirés dans l'aile des invités. David avait organisé la logistique, ce qui signifiait bien sûr qu'une seule suite nous avait été attribuée. J'ai verrouillé la lourde porte en chêne derrière nous et je me suis retourné. Madeleine se tenait au centre de la pièce, le dos tourné. Elle avait les bras étroitement croisés sur sa poitrine. Le silence était épais et lourd.
8 mois, ai-je demandé, ma voix coupant le silence. Elle s'est retournée. L'armure de l'entreprise était de retour, mais il y avait des fissures dans les fondations. J'ai improvisé. La situation exigeait une escalade. Vous avez menti, ai-je corrigé. Vous m'avez payé pour rester là et tenir un verre. Maintenant, j'ai toute une histoire, une relation de 8 mois et une cible sur le dos de la part de votre mère et de votre ex. Vous avez doublé la charge de travail, Madeleine. Elle a tressailli à l'entente de son prénom. Je doublerai la compensation, 100 000 $. Il ne s'agit plus d'argent. J'ai passé une main sur mon visage, laissant échapper un soupir frustré. Vous n'avez pas vu la façon dont votre mère me regardait. Elle va passer les 2 prochains jours à essayer de nous séparer pour prouver que vous êtes une menteuse. Si je me trompe sur un détail, si je ne connais pas votre deuxième prénom, ou votre plat préféré, ou de quel côté du lit vous dormez, elle vous humiliera. Madeleine a baissé les yeux sur le coûteux tapis persan. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, elle avait l'air petite. « Grace », dit-elle doucement. « Quoi ?»« Mon deuxième prénom, c'est Grace. » Elle a levé les yeux, ses yeux gris brillants d'une vulnérabilité soudaine et brute qui m'a coupé le souffle. Je ne prends pas de petit déjeuner. Je bois du café noir. Je dors sur le côté droit du lit parce que j'ai besoin d'être le plus près de la porte. Je déteste l'odeur de la lavande. Je suis allergique à la pénicilline. Et quand je suis stressé, je compte les nombres premiers dans ma tête. Elle a fait un pas de plus, sa voix baissant jusqu'à un murmure rauque. Ma mère a passé toute ma vie à me dire que je suis fondamentalement incapable d'être aimée. Pas féminine, une machine. Richard m'a quitté 3 semaines avant notre mariage, parce qu'il a dit que j'étais trop froide pour être une épouse. J'ai paniqué, Kevin. Je les ai vus me regarder avec cette même pitié, et j'ai paniqué. Elle s'est arrêtée, prenant une inspiration saccadée, reconstruisant ses murs brique par brique en temps réel. Mais je n'échoue pas. Je ne perds pas contre eux. Alors, nous allons passer les 4 prochaines heures à nous assurer que nos histoires concordent parfaitement. Vous êtes mon petit ami. Vous m'aimez. Et d'ici dimanche, ils vont le croire. J'ai regardé la femme qui contrôlait un empire mondial, se tenant actuellement dans une chambre à coucher et demandant à un analyste de données de prétendre qu'elle était capable d'être aimée. J'ai lentement enlevé ma veste de costume et l'ai jetée sur le fauteuil. J'ai déboutonné mon col. « Très bien », ai-je dit, m'asseyant sur le bord du grand lit à baldaquin. « Où sommes-nous allés pour notre premier rendez-vous » J'ai dormi sur une chaise longue en velours qui semblait avoir été rembourrée avec du béton. Quand je me suis réveillé à 6 heures du matin, le dos endolori et le cou raide, Madeleine était déjà réveillée. Elle était assise à la petite table en verre près du balcon, entièrement habillée d'un chemisier en soie crème et d'un pantalon sur mesure. Un bloc-notes reposait devant elle, couvert d'une écriture serrée et agressive. Elle a levé les yeux alors que je me frottais les miens. Nous devons consolider notre histoire d'origine. Ma mère nous tendra une embuscade au petit déjeuner. J'ai grogné en balançant mes jambes hors de la chaise longue. Bonjour à vous aussi. Et personne ne tend d'embuscade à qui que ce soit au petit déjeuner. Ce sont des œufs. Vous sous-estimez Eleanor, a dit Madeleine, son stylo tapant un rythme staccato contre le verre. Si elle sent une faille dans notre chronologie, elle la forcera à s'ouvrir. J'ai noté 3 options pour notre premier rendez-vous. Un vernissage de galerie d'art, un gala de charité ou un dîner privé au Bernardin. Je me suis approché, j'ai versé un verre d'eau d'une carafe en cristal et j'ai regardé sa liste. Non. Les yeux de Madeleine se sont rétrécis. Non, ce sont vos rendez-vous à vous, ai-je dit en m'appuyant contre le mur. Ce sont les rendez-vous que vous avez avec un type comme Richard. Si nous voulons que ça marche, ça doit ressembler à un rendez-vous que vous auriez avec un type comme moi. Nous nous sommes rencontrés au bureau. Nous nous sommes croisés lors d'une crise de la chaîne d'approvisionnement. Restons simples. La simplicité est à toute épreuve. Elle a arrêté de taper avec le stylo. La simplicité ? Nous nous sommes rencontrés lors de l'audit de fret du premier trimestre. Ai-je dit, le mensonge se formant sans effort dans ma tête. Vous êtes descendu à l'étage de l'analyse à 8 heures du soir parce qu'une cargaison de matières premières était bloquée à Rotterdam. Tout le monde était parti. Je mangeais un sandwich tiède de l'épicerie du coin. Vous avez exigé un nouvel itinéraire. Je vous l'ai donné, mais je vous ai aussi dit que vos cris n'allaient pas faire bouger le cargo plus vite. Madeleine me fixait. Je vous aurais licencié. Vous y avez probablement pensé, ai-je convenu. Mais l'itinéraire a fonctionné. Vous avez économisé 2 millions de dollars. La semaine suivante, vous avez envoyé un café à mon bureau, noir, sans sucre. C'était en février. Voilà l'histoire. Elle a baissé les yeux sur le bloc-notes,
puis a lentement barré le Bernardin. Très bien. Le sandwich de l'épicerie du coin. Ça manque de romantisme, mais ça possède une certaine plausibilité brute. 1 heure plus tard, nous sommes sortis sur la terrasse en pierre surplombant l'océan. Le soleil du matin était vif et aveuglant. De longues tables étaient couvertes de lin blanc, chargées de plats en argent et de carafes en cristal de jus de fruits. L'air sentait le sel et la crème solaire de luxe. Éléonore tenait déjà la cour à la table centrale, flanquée de Chloé et Richard. Au moment où nous nous sommes approchés, la conversation s'est arrêtée. J'ai senti la posture de Madeleine se raidir. Je n'y ai pas réfléchi. J'ai juste tendu la main, les posé sur le bas de son dos et les guidé vers les chaises vides restantes. C'était un contact microscopique, mais j'ai senti sa colonne vertébrale s'aligner contre ma paume. « Bonjour », ai-je dit en tirant une chaise pour elle. J'ai versé du café dans une tasse, noire, sans sucre, et je l'ai posé devant elle avant de m'asseoir. Éléonore a observé l'échange, ses yeux suivant la tasse de café. « Si domestique, Kevin. Dites-moi, anticipez-vous toujours ses besoins, ou est-ce que Madeleine vous dresse simplement bien? » « Un peu des deux », ai-je dit doucement en beurrant une tranche de pain grillé. C'est une courbe d'apprentissage abrupte. Richard s'est penché en avant, posant ses coudes sur la table. Il portait un polo, qui coûtait probablement plus cher que mon budget d'épicerie mensuel. Nous parlions justement de vous deux. Maddie a toujours été entièrement mariée à son travail. Je suis fasciné par la façon dont vous avez réussi à percer la forteresse, Kevin. Où vous êtes-vous rencontrés? Pas à un match de polo, je suppose. À l'étage de l'analyse, a dit Madeleine, sa voix parfaitement égale. Elle a pris son café. Pendant l'audit de fret du premier trimestre, Éléonore a froncé les sourcils, clairement déçue. Le bureau? Madeleine, vraiment? Tu n'as pas pu trouver un prétendant au Yacht Club? J'étais occupé à faire économiser 2 millions de dollars à l'entreprise mère, a répondu Madeleine. Kevin était le seul analyste qui n'a pas paniqué lorsque le port de Rotterdam a gelé. Il était compétent. J'ai trouvé ça attirant. Richard a souri. Compétent. Quel compliment. Ça doit être excitant de sortir avec un employé. Que se passera-t-il quand ça se terminera? Aura-t-il droit à une prime de départ ou juste à une mauvaise évaluation de performance? La table est devenue silencieuse. C'était une attaque directe et laide. Chloé a détourné le regard, soudainement très intéressée par son mimosa. Les jointures de Madeleine sont devenues blanches. Je ne me suis pas mis en colère. La colère était ce que Richard voulait. Au lieu de ça, je me suis adossé à ma chaise, je l'ai regardé et j'ai laissé échapper un léger souffle amusé. C'était exactement le bruit que je faisais quand Lily essayait de me convaincre qu'elle n'avait pas mangé le dernier biscuit avec du chocolat partout sur le visage. « Vous vous souciez beaucoup de la logistique, Richard », ai-je dit, en gardant un ton léger, presque conversationnel. Mais je suppose que quand on passe sa vie à gérer des héritages, au lieu de créer quoi que ce soit, on a beaucoup de temps libre pour s'inquiéter des structures organisationnelles des autres. Le sourire de Richard a disparu. Un rouge terne et laid lui est monté au cou. Éléonore a laissé échapper un rire bref et sincère avant de pouvoir se retenir. Elle a couvert sa bouche avec une serviette, ses yeux brillants d'une approbation soudaine et prédatrice. Eh bien, il a du mordant. C'est rafraîchissant. Madeleine n'a pas dit un mot, mais sous la lourde nappe en lin, elle a déplacé sa jambe jusqu'à ce que son genou presse fermement contre le mien. Ce n'était pas un geste romantique, c'était un point d'ancrage. Elle l'a gardé là, pendant le reste du petit déjeuner. À 15 heures, les préparatifs du mariage avaient atteint leur paroxysme. Des fleuristes transportaient d'immenses arches d'hortensia blancs à travers la pelouse. Un quatuor à cordes accordait agressivement ses instruments près du bord de la falaise. Madeleine avait été entraînée par Chloé pour une séance de spa entre sœurs, ce qui, d'après ce que j'ai compris, n'était qu'une excuse pour que Chloé se plaigne du plan de table. J'étais livré à moi-même. J'ai trouvé un endroit calme près de la serre, à l'abri des photographes et des traiteurs. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro qui m'importait vraiment. « Papa !» La voix de Lily est sortie du haut-parleur, forte, chaotique et instantanément apaisante. Le nœud de tension qui était à la base de mon crâne toute la journée s'est desserré. « Salut ma puce !» J'ai souri, m'appuyant contre le verre frais de la serre. « Comment va Madame Higgins? Elle te laisse regarder le dessin animé avec les dinosaures? Elle m'a fait des brocolis, » a rapporté Lily, avec un ton de profonde trahison dans la voix. Mais je les ai cachés dans une serviette. « Papa, tu es dans un château? Tu as vu un dragon? »« Pas de dragon, » ai-je ri doucement. « Juste une très grande maison et beaucoup de gens en colère. Pourquoi sont-ils en colère?
Ils ont perdu leurs jouets? Quelque chose comme ça. Je me suis frotté les yeux. Écoute, je voulais juste entendre ta voix. Je serai à la maison dimanche soir. D'accord? On prendra des pizzas. Celles avec les petits pepperonis qui s'enroulent. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma puce. Sois sage. J'ai raccroché, fixant l'écran noir de mon téléphone pendant un long moment. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant à retourner sur le champ de bataille. Quand je me suis retourné, Madeleine se tenait à 3 mètres de là, parfaitement immobile. Elle avait quitté son peignoir de spa et portait un pull sombre et épais qui semblait en décalage avec l'après-midi ensoleillé. Qu'elle ressemblait à une ombre au milieu d'un jardin manucuré. Je ne voulais pas écouter aux portes, dit-elle. Sa voix était inhabituellement douce, dépourvue du tranchant professionnel qu'elle utilisait habituellement comme une arme. Ce n'est pas grave, ai-je dit en remettant le téléphone dans ma poche. Je prenais juste des nouvelles de ma fille. Madeleine s'est approchée, s'arrêtant à une longueur de bras. Elle a croisé les bras, regardant vers l'océan. Elle a l'air bruyante. Elle a 6 ans. Le bruit est son réglage par défaut. J'ai observé son profil. Elle avait l'air épuisée. Le traitement au spa n'avait rien fait pour effacer les cernes profonds et violacés sous ses yeux. « Ça va? Vous avez survécu à la crise du plan de table ?» Chloé m'a mise à une table avec ma grand-tante, qui est atteinte de démence, et un cousin actuellement mis en examen pour fraude électronique, a dit Madeleine d'un ton plat. Richard, pendant ce temps, est assis à côté de ma mère à la table d'honneur. La géographie de la pièce est une insulte calculée. C'est un public difficile, ai-je proposé. Madeleine a laissé échapper un souffle dur et amer. Ce sont des monstres, Kevin. Ma mère considère l'affection comme une transaction. Si vous ne produisez pas de valeur, vous ne recevez pas d'amour. J'ai passé toute ma vie à essayer d'être la chose la plus précieuse de cette famille, pour qu'elle soit obligée de me respecter. J'ai bâti une entreprise d'1 milliard de dollars. J'emploie des milliers de personnes. Elle a tourné la tête, me regardant avec une intensité brute et à vif. Et elle me regarde toujours comme si j'étais un investissement décevant. Je n'ai pas offert de platitude. Je ne lui ai pas dit que ça irait, ou que sa mère l'aimait au fond d'elle. D'après ce que j'avais vu, Eleanor Croft était entièrement incapable d'aimer. « Pourquoi continuez-vous à revenir ?» ai-je demandé. Madeleine a baissé les yeux sur le gravier. « Parce que si j'arrête de venir, elle gagne. Elle pourra dire que j'étais trop faible pour les supporter. C'est une terrible raison de laisser les gens vous traiter comme des ordures. » Elle a tressailli, me regardant à nouveau, le masque de la PDG se remettant en place. « C'est la raison que j'ai. Vous ne comprenez pas ce monde, Kevin. » « Non, je ne le comprends pas. » ai-je convenu calmement. « Je comprends la logistique. Je comprends comment m'occuper d'une enfant qui dépend de moi. Mais je reconnais un environnement toxique quand j'en vois un. Vous m'avez engagé pour me tenir à vos côtés et tenir un verre. Mais pour ce que ça vaut, vous n'avez rien à prouver à des gens qui sont déterminés à ne pas vous comprendre. » Madeleine m'y fixait. Le vent s'est levé, tirant une mèche de cheveux sombres sur son visage. Pendant 1 seconde, la milliardaire a complètement disparu. Elle ressemblait juste à une femme profondément seule dans un jardin. « Montrez-moi une photo d'elle », a dit Madeleine soudainement. J'ai cligné des yeux. « Qui ? » ?»« Votre fille. » J'ai sorti mon téléphone, j'ai navigué jusqu'à ma galerie de photos et je le lui ai tendu. C'était une photo de l'Halloween dernier. Lily était déguisée en astronaute un peu de travers. Un énorme sourire édenté dominait son visage. Madeleine tenait le téléphone avec précaution, comme si c'était un artefact fragile. Elle a fixé l'écran pendant un long moment. Son pouce a légèrement effleuré le verre. « Vous la regardez avec une certitude absolue », a murmuré Madeleine, presque pour elle-même. « Que voulez-vous dire ?» Elle m'a rendu le téléphone. Au bureau, j'observe la façon dont les gens me regardent. C'est toujours de la peur, du calcul ou de la cupidité. Quand vous regardez cette photo, il n'y a aucun calcul. Vous l'aimez, tout simplement. Ça doit être calme de vivre comme ça. C'est la chose la plus bruyante de ma vie, ai-je corrigé doucement. Mais oui, c'est paisible. Je vous ai engagé, a dit Madeleine, sa voix retombant dans un murmure professionnel. Parce que quand je vous ai appelé dans mon bureau hier, vous ne m'avez pas regardé avec peur. Vous aviez juste l'air fatigué. J'avais besoin de quelqu'un qui n'avait pas peur de moi. J'ai peur du pédiatre de ma fille quand elle me dit que je lui donne trop de sucre. Ai-je souri légèrement. Les milliardaires ne me font pas peur. Vous n'êtes que des gamins avec des fonds spéculatifs. Le coin de la bouche de Madeleine a tressailli. C'était minuscule. Un soulèvement fractionnaire. Mais c'était un vrai sourire. « Venez », dit-elle en se retournant vers l'immense maison de pierre.
Nous avons un dîner de répétition à survivre, et j'ai besoin que vous prétendiez être profondément fasciné par les opinions de ma mère sur le caviar importé. Samedi soir, le mariage. La cérémonie a eu lieu sur la falaise, parfaitement synchronisée avec le coucher du soleil. On aurait dit une double page dans un magazine, entièrement dépourvue de chaleur humaine authentique. Chloé et son marié ont échangé des vœux qui semblaient avoir été écrits par une agence de relations publiques. J'étais assis au deuxième rang à côté de Madeleine. Elle portait une robe émeraude, longue jusqu'au sol, qui lui donnait un air royal, mais sa posture était assez rigide pour se briser. Pendant les vœux, elle fixait droit devant elle, sans ciller. Je savais ce qu'elle regardait. Richard se tenait en tant que témoin, juste à côté de l'autel. Toutes les quelques minutes, ses yeux glissaient au-delà du marié et se posaient sur Madeleine. Son expression, un mélange indéchiffrable de triomphe et de malice. Lorsque l'officiant les a déclarés mari et femme, les applaudissements ont été polis et retenus. Alors que tout le monde se levait pour se diriger vers la tente de la réception, j'ai offert mon bras à Madeleine. Elle l'a pris, ses doigts s'enfonçant dans mon biceps avec la force d'un étau. La réception était une leçon de maître en matière d'opulence. Des sculptures de glace, un orchestre de 10 musiciens et du champagne qui coulait à flots. Je suis resté aux côtés de Madeleine, jouant mon rôle. J'ai détourné les questions des tantes indiscrètes. J'ai été chercher des boissons. J'ai ri à des blagues qui n'étaient pas drôles. J'étais un bouclier très cher et très efficace. 2 heures après le début de la réception, Madeleine a dû s'absenter pour aider Chloé avec un problème de garde-robe. Une couture déchirée sur la deuxième robe de mariée, très superflue. Je me suis dirigé vers l'un des 3 bars installés autour de la tente, commandant un soda avec du citron vert. J'avais besoin d'avoir les idées claires. Un double scotch sec? Richard s'est matérialisé à côté de moi, s'appuyant lourdement sur le bar en chêne poli. Il avait l'air un peu rouge. Ses cheveux parfaitement coiffés montraient enfin des signes de la brise marine. Il ne m'a pas regardé pendant que le barman lui tendait son verre. « Tu nous fais tout un spectacle, Kevin », a dit Richard en faisant tourner le liquide ambré dans son verre. « Je ne fais pas de spectacle, Richard », ai-je répondu en prenant mon soda. « J'assiste à un mariage. » Il a gloussé, un son sombre et laid. Il a finalement tourné la tête pour me regarder. Je la connais. J'ai été avec elle pendant 3 ans. Elle ne sort pas avec des gars de la logistique qui portent des costumes vieux de 3 ans. Elle sort avec la richesse. Elle sort avec le pouvoir. Alors, passons la comédie. Quel est l'arrangement? Elle rembourse ton prêt immobilier? J'ai pris une lente gorgée de ma boisson. Vous avez une très haute opinion de vous-même si vous pensez qu'elle a besoin d'engager quelqu'un juste pour vous rendre jaloux. Richard s'est penché plus près. Il sentait l'alcool cher et les cigares froids. C'est une machine cassée, Kevin. Elle ne sait rien ressentir. C'est pour ça que je l'ai quittée. J'en avais marre de dormir à côté d'une calculatrice. Quoi qu'elle te paye, ce n'est pas assez pour faire face au vide en elle. Je te propose un marché. Pars maintenant. Sors. Appelle un Uber pour l'aéroport. Je te ferai un chèque de 50 000. Considère ça comme une prime de départ. Il a mis la main dans la poche de son smoking, sortant un chéquier noir et élégant. Il pensait vraiment qu'il pouvait m'acheter pour que je quitte la pièce. C'était si pathétique, si complètement déconnecté de la réalité, que je n'ai même pas pu trouver l'énergie d'être insulté. J'ai regardé le chéquier, puis son visage suffisant et expectant. « Rangez votre argent, Richard », ai-je dit doucement. « 75 », a-t-il compté en cliquant sur un stylo. J'ai posé mon verre sur le bar. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'en avais pas besoin. Je me suis penché, envahissant son espace, juste assez pour le faire reculer instinctivement. « Vous pensez qu'elle est cassée parce qu'elle a vu clair en vous », ai-je dit, en gardant un ton parfaitement conversationnel. Vous ne pouviez pas supporter le fait qu'elle était plus intelligente que vous, qu'elle avait plus de succès que vous, et qu'elle était entièrement indépendante de vous. Vous n'êtes pas parti parce qu'elle était froide. Vous êtes parti parce qu'à côté d'elle, vous avez réalisé à quel point vous étiez incroyablement petit. Le visage de Richard est devenu violet. Il a serré son verre si fort que j'ai cru qu'il allait se briser. « Espèce de petit... »« Je ne veux pas de votre argent, » ai-je interrompu, ma voix baissant jusqu'à un murmure rauque. « Mais si vous m'approchez à nouveau, ou si vous la regardez avec ce sourire pathétique et jubilatoire une fois de plus ce soir, je vais oublier que nous sommes à un événement formel. Est-ce qu'on se comprend bien ?» Il me fixait, la bouche légèrement ouverte. C'était un homme à qui on n'avait jamais parlé comme ça de sa vie. Avant qu'il ne puisse formuler une réponse, une main fraîche s'est glissée autour de mon avant-bras. « Kevin ». La voix de Madeleine était douce,
coupant la tension comme du verre. La danse commence. Ils ont demandé la famille sur la piste. Je n'ai pas rompu le contact visuel avec Richard pendant encore 2 secondes. Puis j'ai tourné la tête, mon expression passant instantanément d'hostile à chaleureuse. Bien sûr. J'ai tourné le dos à Richard, le laissant au bar, et j'ai laissé Madeleine me conduire vers le centre de la tente. L'orchestre avait commencé à jouer une ballade lente et jazzy. Des dizaines de couples se balançaient déjà sous les guirlandes lumineuses. Madeleine s'est arrêtée et s'est tournée vers moi. « Qu'est-ce qu'il vous a dit ?»« Rien, » ai-je dit, posant ma main droite légèrement sur sa taille. J'ai pris sa main gauche dans la mienne. Il me donnait juste son avis sur le scotch. « Vous mentez, » dit-elle doucement. « Je vous protège, » ai-je corrigé. « C'est ce pourquoi vous me payez. » Madeleine s'est rapprochée. La distance entre nous s'est évaporée. Je pouvais sentir la chaleur qui émanait de sa peau. Nous avons commencé à nous balancer, un rythme lent et hypnotique. Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux gris sombres et illisibles dans la pénombre. « Vous êtes un homme très étrange, Kevin », a-t-elle murmuré. « Je suis un homme normal, Madeleine », ai-je répondu, ma voix basse par-dessus la musique. « Vous vous entourez simplement de sociopathes, alors la référence est faussée. » Elle a laissé échapper un son doux, un souffle qui aurait pu être un rire. Sa main s'est resserrée sur mon épaule. Elle ne regardait pas la foule. Elle ne regardait pas sa mère, ni Chloé, ni Richard. Elle me regardait juste moi. « Merci », dit-elle, à peine un murmure. Pour la première fois depuis le début de ce contrat bizarre, cela ne ressemblait pas à une transaction. Alors que la musique montait et que les lumières s'estompaient autour de nous, la PDG rigide et terrifiante avait disparu. Elle n'était qu'une femme, s'accrochant à moi, comme si j'étais la seule chose solide dans la pièce. Et Dieu m'en soit témoin, je l'ai serrée en retour. Le dimanche matin est arrivé avec la lumière blafarde et délavée d'une tempête imminente. Le domaine était terriblement calme. Les traiteurs avaient remballé leur camion au milieu de la nuit, laissant derrière eux une pelouse manucurée, piétinée par des chaussures en cuir de luxe. Je me suis réveillé avec un nœud dans le bas du dos à cause de la chaise longue. Madeleine était déjà réveillée, debout près des porte-fenêtres, regardant l'Atlantique gris. Elle portait un simple col roulé noir et un jean. Sans son armure sur mesure, elle paraissait plus petite, épuisée et incroyablement humaine. « L'hélicoptère arrive dans 1 heure, dit-elle, sa voix plate, dépourvue de la chaleur de la nuit précédente. La PDG reprenait du service. Le contrat touchait à sa fin. « Bien, je dois retourner en ville. J'ai promis une pizza à Lily ce soir. J'ai fait mon sac de sport en toile, pliant soigneusement le costume bleu nuit sur mesure. C'était comme ranger un costume. Je suis descendu prendre un café dans la cuisine avant notre départ. L'immense maison ressemblait à un musée après la fermeture, pleine d'écho, froide et solitaire. J'ai trouvé la cafetière industrielle dans la zone de préparation des traiteurs. J'ai versé une tasse de café noir et je me suis retourné pour trouver Eleanor bloquant l'entrée. Elle portait une robe de chambre en soie, son visage dépourvu du maquillage agressif de la veille, bien que ses yeux soient tout aussi vifs. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air profondément, et de manière dérangeante, amusée. « Kevin », ronronna-t-elle en entrant dans la pièce. « Vous partez si tôt ? J'espérais que nous pourrions avoir une conversation privée. Nous avons un horaire à respecter, Madame Croft. Madeleine a un empire à diriger, et j'ai une enfant qui a besoin de moi. J'ai pris une gorgée de café. Il avait un goût de brûlé. Eleanor a agité une main dédaigneuse. « Oh, s'il vous plaît, laissons tomber cette façade épuisante. Je ne sais pas ce qu'elle vous a offert. Des stock options, de l'argent, une promotion, quoi que ce soit, j'espère que vous l'avez obtenu par écrit. » Je me suis appuyé contre le comptoir en acier inoxydable. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Madeleine ne fait pas dans le romantisme, » a dit Eleanor. Sa voix a pris un ton de fausse préoccupation maternelle. C'était glaçant. Elle fait des transactions. Elle acquiert des actifs. Elle fusionne. Elle liquide. En ce moment, vous êtes un actif utile à parader devant Richard et moi. Mais finalement, le trimestre fiscal se termine. Elle trouvera une faille dans votre rendement opérationnel, Kevin, et elle vous jettera. Tout comme elle a jeté chaque parcelle de chaleur de son corps pour construire cette entreprise ridicule. Elle s'est approchée, envahissant mon espace. J'essaie de vous épargner beaucoup de douleur. Partez maintenant. Dites-lui que c'est fini. Parce que si vous tombez vraiment amoureux d'elle, elle vous videra de votre substance. J'ai regardé la femme qui se tenait devant moi. J'ai regardé la vaste cuisine vide, les millions de dollars de marbre et de bois importés.
et j'ai soudain ressenti une pitié profonde et écrasante. Pas pour Madeleine. Pour Eleanor. Vous croyez vraiment ça? Ai-je dit doucement. Le front d'Eleanor s'est plissé. Je connais ma fille. Non, vous ne la connaissez pas. J'ai posé ma tasse de café. La porcelaine a cliqué sèchement contre le granit. Vous connaissez la machine que vous l'avez forcée à construire pour vous survivre. Vous la regardez et vous voyez une feuille de calcul, parce que si vous admettiez qu'elle est un être humain, vous devriez admettre que vous êtes une mère horrible. Eleanor a tressailli. L'amusement a disparu, remplacé par un choc glacial et cassant. Personne ne parlait à Eleanor Croft comme ça. Jamais. Madeleine n'est pas froide, ai-je poursuivi, en gardant ma voix parfaitement stable. Elle est terrifiée. Elle passe sa vie entourée de gens qui mesurent sa valeur à sa valeur nette, à commencer par vous. Elle a bâti cette entreprise pour que vous ne puissiez plus jamais la faire se sentir petite. Et la tragédie, c'est que ça n'a pas marché. Vous la regardez toujours comme si elle n'était rien. J'ai ramassé mon sac de sport par terre. Je ne suis pas un actif, Madame Croft, et elle ne m'a pas acheté. Je suis à ses côtés, parce qu'elle me l'a demandé, et parce que, franchement, elle mérite d'avoir quelqu'un dans son camp qui n'essaye pas de la détruire. Je suis passé devant Eleanor, la laissant debout dans la cuisine, sa bouche légèrement entr'ouverte, le venin temporairement étouffé. Quand j'ai atteint le hall, Madeleine attendait près des portes d'entrée. Sa posture était rigide, ses mains profondément enfoncées dans ses poches. Elle m'a regardé, puis a regardé au-delà de moi, vers le couloir menant à la cuisine. « Est-ce qu'elle vous a offert un chèque ?» a demandé Madeleine doucement, alors que le voiturier ouvrait les lourdes portes en chêne. « Non », ai-je dit en sortant dans l'air humide et salé. « Elle m'a offert un conseil. L'avez-vous suivi ?» J'ai regardé Madeleine. Le vent fouettait ses cheveux sombres sur sa joue. J'ai pensé à la façon dont elle s'était appuyée contre moi sur la piste de danse, cherchant un point d'ancrage dans une pièce pleine de requins. Non, ai-je dit. Son conseil était terrible. Le trajet en hélicoptère de retour à Manhattan a été d'un silence angoissant. Sur le chemin de Rhode Island, le silence était né de la gêne et d'un énorme déséquilibre de pouvoir. Maintenant, le silence semblait lourd. Il était chargé de tout ce que nous ne disions pas. La pièce était terminée. Le rideau était tombé. Nous redescendions rapidement vers la réalité. Et la réalité signifiait qu'elle était la PDG milliardaire et que j'étais un analyste de données 3 catégories d'imposition en dessous d'elle. Lorsque l'hélicoptère s'est posé sur le toit de la tour logistique, le rugissement des rotors a rendu toute conversation impossible. Nous avons détaché nos harnais. David attendait près de la porte d'accès, tenant une tablette et un parapluie, une image parfaite de l'efficacité de l'entreprise. Je suis sorti sur le tarmac. Madeleine a suivi. Nous sommes restés là un instant dans le bruit assourdissant. Elle m'a regardé, ses yeux gris sur la défensive, les murs complètement reconstruits. « Les fonds seront virés sur votre compte d'ici demain matin », dit-elle. Sa voix était purement professionnelle, nette, détachée. « D'accord, le contrat. » J'ai hoché la tête, ressentant une étrange douleur creuse dans ma poitrine. « Merci. Votre accord de non-divulgation reste en vigueur à perpétuité. Et merci, Kevin. Votre performance a été adéquate. » Adéquate? Le mot m'a piqué, mais je ne l'ai pas montré. Je lui ai fait un signe de tête bref et poli. « On se voit au travail, Madame Croft. » Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai tourné les talons et je me suis dirigé vers la cage d'escalier, la laissant sur le toit avec son empire. 1 heure plus tard, j'ai déverrouillé la porte de mon appartement dans le Queens. La charnière a grincé. Le couloir sentait légèrement le chou bouilli de la voisine du bout du couloir. Une brique de Lego égarée s'est enfoncée dans la semelle de ma chaussure dès que je suis entré. C'était en désordre. C'était à l'étroit. C'était parfait. « Papa !» Lily a dévalé du salon, s'écrasant contre mes jambes avec la force d'un petit train de marchandises. J'ai laissé tomber le sac de sport en toile et je l'ai soulevé, enfouissant mon visage dans ses cheveux en désordre. Elle sentait le beurre de cacahuète et le shampoing bon marché à la fraise. La douleur creuse dans ma poitrine a instantanément commencé à s'estomper. « Salut ma puce, tu m'as manqué. » Madame Higgins a dit qu'on pouvait avoir des pizzas parce que j'ai mangé toutes mes carottes, a annoncé fièrement Lily, se tortillant pour être reposée. J'ai remercié Madame Higgins. Je l'ai payée pour le week-end avec l'argent d'urgence que je gardais dans une boîte à café, et j'ai verrouillé la porte derrière elle. Ce soir-là, Lily et moi nous sommes assis sur le tapis délavé du salon, mangeant une pizza au pepperoni dans une boîte en carton
et regardant un dessin animé sur des chiens de sauvetage qui parlent. À 21h, après lui avoir lu 2 histoires et l'avoir bordé, je me suis assis à la petite table de cuisine en formica dans le noir. J'ai ouvert l'application bancaire sur mon téléphone. J'ai fixé l'écran. Les chiffres brillaient dans la pénombre. Dépôt, Croft Enterprises LLC. Montant, 100 000 $. C'était là. C'était réel. Le poids écrasant et suffocant de mes dettes a disparu d'un seul coup numérique. Je pouvais réparer la transmission de la voiture. Je pouvais payer les factures d'hôpital de la naissance de Lily. Je pouvais commencer un vrai fonds d'études. J'étais en sécurité. J'ai posé le téléphone et je me suis frotté le visage. J'aurais dû être fou de joie. J'aurais dû ouvrir une bière et célébrer. Au lieu de ça, j'ai regardé la chaise vide en face de moi et j'ai pensé à une femme qui dormait du côté du lit le plus proche de la porte, qui comptait les nombres premiers quand elle paniquait, et qui croyait qu'elle devait acheter les gens pour les garder près d'elle. L'argent semblait incroyablement lourd. Lundi matin, 22e étage. Les néons bourdonnaient avec un faible bourdonnement irritant. Je fixais mes 2 écrans, regardant des lignes de code et des manifestes d'expédition défiler. J'essayais d'optimiser un itinéraire pour une flotte de camions au départ de Chicago, mais les chiffres n'arrêtaient pas de se brouiller. Chaque fois que l'ascenseur sonnait au bout du couloir, ma tête se relevait d'un coup sec. C'était pathétique. J'attendais un fantôme. Mardi est passé. Mercredi matin s'est éternisé. J'ai repris ma routine. Métro, café brûlé, feuille de calcul, aller chercher Lily, dormir. Le week-end à Newport ressemblait à une hallucination bizarre. J'ai commencé à me convaincre que ce n'était pas arrivé. J'étais juste un analyste. Elle était une milliardaire. L'univers s'était corrigé de lui-même. À 14h15 le jeudi, le téléphone de mon bureau a sonné. Kevin. La voix de David a fusé à travers le haut-parleur. 60e étage. Maintenant. Mon estomac s'est noué de façon compliquée. Je me suis levé, lissant ma cravate bon marché de grand magasin. Je ne portais pas le costume bleu nuit sur mesure aujourd'hui. J'étais de retour dans mon armure. J'ai pris l'ascenseur. Les épaisses moquettes couleur ardoise, l'art abstrait, les lourdes portes en chêne. J'ai frappé 2 fois. Entrée. J'ai poussé la porte. Madeleine se tenait près de l'immense baie vitrée, regardant la ligne d'horizon de Manhattan. Elle portait un tailleur pantalon gris ardoise, ses cheveux tirés en ce chignon sévère et parfait. Elle ne s'est pas retournée quand je suis entré. « Vous vouliez me voir, Madame Croft ?» ai-je demandé, en gardant ma voix entièrement professionnelle. Elle s'est retournée lentement. Elle m'a regardé, scrutant mon visage, mon costume bon marché, mes yeux fatigués. Puis, elle s'est dirigée vers son bureau et a pris un dossier en manille. Elle me l'a tendu. Je ne l'ai pas pris. Si c'est un autre contrat, je ne suis pas intéressé. Madeleine s'est arrêtée. Elle a baissé le dossier. Ce n'est pas un contrat. C'est un protocole de transfert. Le directeur du fret nord-américain part à la retraite dans 6 mois. Je vous nomme directeur adjoint pour le seconder jusqu'à ce que vous preniez la direction du département. Je la fixais. Directeur adjoint. C'était un bon énorme. Cela venait avec un bureau, un salaire à 6 chiffres et des stock options. Ça changeait la vie. Encore une fois. Pourquoi? Ai-je demandé sèchement. Parce que vous êtes compétent, dit-elle, la voix tendue. Votre modélisation prédictive pour le gel de Rotterdam était impeccable. Votre dossier indique. Arrêtez, ai-je interrompu. Madeleine a cligné des yeux, surprise. Personne ne l'interrompait. Arrêtez de vous cacher derrière la logistique, ai-je dit en faisant un pas de plus vers le bureau. Vous m'avez déjà payé, Madeleine. 100 000 $. La transaction est terminée. Vous n'avez pas besoin d'inventer une promotion pour me garder sur votre liste de paye pour ne pas vous sentir coupable. Je ne veux pas de charité. Ce n'est pas de la charité, a claqué Madeleine. Son sang-froid s'est fissuré. Le vernis glacial s'est brisé. Et soudain, la femme du jardin de Newport se tenait devant moi. Elle a laissé tomber le dossier sur le bureau. Il a heurté le marbre avec un bruit sec. « Je ne sais pas comment faire ça », dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Elle a croisé les bras sur sa poitrine, une posture défensive. « Je sais comment acquérir des actifs. Je sais comment optimiser les chaînes d'approvisionnement. Je ne sais pas comment interagir avec un homme qui a regardé ma mère dans les yeux et m'a défendu sans demander une stock option en retour. » Elle a pris une inspiration saccadée. « Vous êtes parti dimanche et vous êtes retourné à votre vie. Vous avez une fille. Vous avez une maison. Vous avez la paix. » Et je suis revenu à ce bureau et le silence était assourdissant.
Je suis resté parfaitement immobile, écoutant la femme la plus puissante que je connaissais démanteler ses propres défenses pièce par pièce. J'ai acheté un sandwich à l'épicerie du coin mardi, a avoué Madeleine en regardant le tapis. C'était absolument immangeable. Le pain était rassis, la viande était douteuse. Je l'ai jeté après une bouchée. Un lent et sincère sourire s'est étendu sur mon visage. Il faut les prendre à l'endroit sur la 43e, chez le type avec la casquette des Yankees. Il fait griller le pain. Madeleine a levé les yeux. Ses yeux gris étaient grands, incertains et dévastateurement pleins d'espoir. Kevin, je ne veux plus vous engager. Tant mieux, parce que je prends ma retraite du secteur des faux petits amis. Les horaires sont terribles et les drames familiaux sont un cauchemar. J'ai contourné le bord du bureau en marbre flottant. Je me suis arrêté à quelques centimètres d'elle. La dynamique de pouvoir dans la pièce a changé, s'éloignant de la richesse et de l'autorité, pour s'installer fermement dans quelque chose de profondément et également humain. Je suis un analyste de données, ai-je dit doucement. Je prends le métro. J'ai une fille de 6 ans qui croit actuellement qu'un chat errant dans notre ruelle est son ange gardien. Ma vie est chaotique, et elle est bruyante, et elle ne ressemblera jamais à une double page dans un magazine de country club. Je déteste les country clubs, a-t-elle murmuré. Je sais. J'ai tendu la main lentement, délibérément, et j'ai pris la sienne. Ses doigts étaient froids, tout comme ils l'avaient été au dîner de répétition. J'ai entrelacé mes doigts avec les siens, utilisant mon pouce pour caresser le dos de ses jointures. J'ai senti la tension rigide dans ses épaules fondre. « Je veux vous inviter à dîner », ai-je dit. Un vrai dîner. Pas au Bernardin. Pas d'accord de non-divulgation. Pas d'hélicoptère. On prendra des pizzas. Celles avec les petits pepperonis qui s'enroulent. Madeleine a regardé nos mains entrelacées, puis a levé les yeux vers moi. La PDG milliardaire avait disparu. Elle n'était que Madeleine. « J'aimerais beaucoup », dit-elle doucement. « Mais je devrais examiner les protocoles d'allergènes pour la pizza. Juste pour être sûr. » J'ai ri, un son riche et posé qui a résonné sur les murs de verre du 60e étage. Marché conclu. J'ai lâché sa main, mais elle a immédiatement rattrapé la mienne, me tirant un peu en arrière. « Kevin ? Oui ? Je dors sur le côté droit du lit, dit-elle. Un petit sourire sincère s'est enfin dessiné sur son visage. Mais je suis prête à négocier pour le milieu. Nous mettrons ça à l'ordre du jour, ai-je promis. Je suis sorti du bureau, laissant les lourdes portes en chaîne ouvertes derrière moi. La logistique de ma vie était complètement ruinée. La chaîne d'approvisionnement de mon existence prévisible et tranquille était fracturée au-delà de toute réparation. Et pour la première fois depuis des années, j'avais hâte de voir ce qui allait se passer. Si vous avez déjà eu l'impression de devoir porter un masque juste pour survivre à votre travail, ou si vous savez ce que c'est que de trouver quelque chose d'intensément réel dans une situation complètement fausse, cette histoire a été écrite pour vous. L'amour n'arrive généralement pas en hélicoptère. Il se présente dans les moments désordonnés, chaotiques et terre-à-terre auxquels on s'attend le moins. Est-ce que la dynamique entre Kevin et Madeleine vous a touché? Laissez un like. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui apprécie les histoires, avec un vrai poids émotionnel. Et abonnez-vous pour plus d'histoires profondément humaines. Dites-moi dans les commentaires, quel est votre détail préféré?